Donc, je vais reprendre les problématiques qui sont au cœur de ce cours sur la robotique mobile. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de localisation, cartographie et navigation, avec chaque problème avec ses spécificités. Donc, pour la localisation, on peut contrôler le robot ou pas. Donc, le robot peut être aussi autonome, mais l'environnement doit être connu pour qu'on sache situer le robot. Dans la cartographie, c'est le problème inverse, c'est-à-dire que l'environnement est inconnu, mais là aussi, le robot peut être autonome ou téléopéré. Et dans la navigation, le principe, c'est que le robot soit autonome, évidemment, et l'environnement, il peut être connu partiellement, c'est-à-dire que des fois, il y a des obstacles. Donc, aujourd'hui, on va attaquer le premier problème, qui est celui de la localisation. Donc avec un environnement connu qui peut être parfois structuré. Donc, comme je vous l'avais évoqué hier dans mon cours, on peut mettre des balises comme des cercles blancs collés au sol, comme ici, que la caméra sur le robot voit. Des QR codes comme ici, ou on peut aussi travailler sans balise, et c'est là que ça devient plus intéressant, mais aussi plus complexe, uniquement donc en se fiant aux mesures de distance, comme ici où vous voyez que le robot il a juste des mesures de points qui, qui sont sur les parois de la pièce dans laquelle il opère. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème de la localisation? Donc, forcément, on a besoin de capteurs. Et les capteurs en robotique, ils sont classés dans deux grandes classes. Donc, la première classe, c'est la classe des capteurs proprioceptifs. Donc, il s'agit là, par définition, des capteurs qui donnent des informations sur l'état interne du robot. Donc, c'est un peu comme notre système de proprioception. Dans le corps humain, vous avez toute une série de nerfs et de systèmes de perception qui vous permettent, par exemple, de savoir dans quelle position vous êtes, indépendamment de l'environnement externe, juste à travers la position de vos muscles. Vous pouvez savoir, même les yeux fermés et sans aucune perception externe, vous pouvez savoir si vous êtes assis, debout, à genoux, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Ceux qui font du yoga, par exemple, ils connaissent bien. Et après, vous avez une deuxième classe de capteurs qui sont les capteurs extéroceptifs. Donc, ça, c'est les capteurs qui donnent les informations par rapport à l'environnement. Donc, là, la cognition, elle ne concerne plus uniquement soi-même, mais le contexte, l'environnement externe. Par exemple, la vue, c'est le capteur, le sens, on va dire, probablement plus riche que nous, les êtres humains, avons. Mais d'autres sens ou capteurs extéroceptifs sont le toucher, l'ouïe, le goûter et l'olfaction. Donc tout ça, ce sont des capteurs extéroceptifs parce qu'ils vont nous informer sur des choses qui concernent l'extérieur, d'accord, et pas uniquement nous-mêmes. Donc capteurs proprioceptifs, on va passer à des exemples un peu plus concrets qui vous permettront de mieux comprendre de quoi on parle. Donc un premier capteur proprioceptif, c'est l'accéléromètre. Donc, c'est un dispositif électronique qui permet de mesurer les accélérations sur les trois axes, X, Y et Z. Vous les avez dans vos téléphones portables. C'est ce qui permet, par exemple, au téléphone de changer l'orientation de l'écran quand vous le tournez. Vous les avez aussi dans votre système nerveux, hein. Beaucoup de capteurs, encore une fois, il faut juste réfléchir à comment est fait notre corps. Vous l'avez aussi au niveau du cervelet. C'est une partie du cerveau qui est en bas de la nuque. Le cervelet, il est capable de détecter les accélérations. Donc, vous avez
le sens de l'équilibre, notamment. Vous comprenez où est la gravité grâce au cervelet. Et donc, vous n'avez pas besoin de notion de l'environnement ou de l'extérieur. Okay? Donc, c'est en quoi c'est un capteur proprioceptif. Un deuxième capteur proprioceptif, c'est le compas. Là, ça peut être un peu controverse parce que le compas, il a quand même besoin de la notion du nord, qui est quelque part liée à l'environnement. Mais en général, en robotique, on tend à dire que c'est un capteur proprioceptif. Donc, le compas, c'est la boussole, en gros. C'est un capteur qui permet de connaître l'orientation, qui donne son orientation par rapport au nord. Et donc, le compas, évidemment, vous voyez tout de suite qu'il est fondamental en localisation. C'était un des premiers outils des navigateurs pour se déplacer dans l'Antiquité. Une des premières choses que nos ancêtres ont découvert pour naviguer, c'était le champ magnétique. Et donc, ils l'ont exploité pour pouvoir trouver la direction du nord. Après, vous avez un troisième capteur aussi qui a tiré son inspiration de la navigation, qui est le gyroscope. Donc, le gyroscope, là, vous avez un schéma assez simplifié. Enfin, vous avez une image d'un gyroscope de navigation, on va dire. Après, ce type de dispositif, il est reproduit à l'échelle microscopique sur des cartes électroniques. Mais là, vous voyez à quoi ressemblait un peu un gyroscope sur un navire, par exemple, d'explorateurs. Le gyroscope, il fournit les orientations de l'objet dans l'espace. Là aussi, on n'a pas besoin de notions externes. Et c'est un peu comme la toupie, c'est le principe de la toupie, c'est que à tout moment, les trois cercles que vous voyez là, les bagues, elles vont s'aligner en sorte à déterminer l'orientation du véhicule par rapport à des axes absolus. Plusieurs de ces dispositifs, même je dirais les trois, peuvent être regroupés dans un supercapteur, entre guillemets, qu'on appelle la centrale inertielle. Et en anglais, c'est IMU, Inertial Measurement Unit. Donc, c'est une carte, c'est ça aussi que vous avez sur vos téléphones, qui utilise ces trois informations qui intègre en fait les informations de ces capteurs pour arriver à une estimation de la position et de l'orientation. Donc, en quelque sorte, elle résout déjà le problème de la localisation. Et donc, pour ce faire, bon, on la verra un peu plus en détail en Master 2 l'année prochaine. Mais en gros, elle va utiliser les accélérations qui viennent de l'accéléromètre, qui permettent de déterminer la gravité, le sens vers le centre de la Terre, la direction du centre de la Terre, parce que l'accélération qu'on a à tout moment, indépendamment de notre mouvement, c'est l'accélération de la gravité. Donc, même quand le véhicule est statique, l'accéléromètre mesure la gravité. Donc, l'accéléromètre, en plus de nous donner l'accélération, il va nous indiquer quelle est la direction vers le bas, en gros. Le compas, il va donner la direction vers le nord. Le gyroscope va donner les angles du véhicule par rapport à ses axes. Et si on intègre les accélérations, on peut trouver les vitesses. Et si on intègre une deuxième fois, on peut trouver les positions. Donc, tout ça, c'est réalisé sur des chips qui sont les centrales inertielles que vous avez sur vos téléphones et qui vous permettent notamment d'utiliser après des navigateurs comme Google Maps pour aller après d'un point A à un point B, une fois que le téléphone vous localise. Dernier capteur proprioceptif, mais celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, c'est l'encodeur ou codeur, suivant. Donc, on utilise les deux termes indifféremment. En anglais, c'est encoder. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a dérivé ce nom français encodeur, qui est effectivement peut-être plus approprié parce que c'est plus spécifique. Et codeur, ça veut tout dire, ça veut tout et rien dire.
Encodeur, normalement, si vous dites à quelqu'un encodeur, bon, bien sûr, il faut qu'il soit un peu spécialiste, mais si vous parlez d'encodeur, c'est assez clair de quoi vous parlez. Donc, vous parlez de quoi? Vous parlez d'un dispositif, là, c'est très schématisé, qu'on peut monter sur un axe de rotation et qui permet de connaître vitesse ou position de cet axe de rotation. Okay. Donc, c'est fondamental en robotique parce que vous allez mettre des codeurs sur les axes d'un robot comme un robot à base fixe, comme ceux qu'a vous a montré M. Abdelaziz. Le codeur vous permettra de connaître l'orientation de chaque moteur, de chaque axe du robot. Et ce sera aussi fondamental dans les robots mobiles que vous avez vus aujourd'hui et hier avec moi, parce que le codeur vous dira quelle est la vitesse des roues à chaque instant euh, du mouvement du robot. Ensuite, vous avez les capteurs extéroceptifs. Donc, comme je l'évoquais, les capteurs extéroceptifs sont ceux qui, eux, se basent sur l'environnement pour fournir une information au robot. Donc, un premier que vous connaissez tous, c'est le GPS. Donc, le GPS, on en parlera aussi en détail l'année prochaine, mais c'est un système, c'est un acronyme anglais de Global Positioning System. Donc, c'est un système qui se base sur un réseau de satellites qui tournent autour de la Terre et qui émettent des signaux. Et après, les dispositifs sur Terre, y compris, encore une fois, vos téléphones portables, ils reçoivent ces signaux émis par les satellites et avec des triangulations euh, géométriques, le récepteur GPS peut estimer sa position sur la Terre. Deuxième capteur extéroceptif très connu et très utilisé en robotique, c'est la caméra. Là, vous avez une caméra industrielle, par exemple. Donc là aussi, vous verrez, donc vous avez un cours un peu sur le traitement d'image cette année qui va peut-être, oui, qui est déjà commencé. Vous faites pas lui entière, mais une partie. Et là, vous allez voir un peu comment on traite les images. Et l'année prochaine, vous allez approfondir ce sujet dans un autre module où vous verrez comment les images et le traitement d'images est utilisé en robotique. Un troisième capteur extéroceptif, cette fois-ci pour mesurer la distance, donc un télémètre, c'est le radar. Donc le radar, c'est un capteur, vous avez tous vu des films avec des radars. C'est un capteur qui a été conçu au début dans le contexte militaire ou là aussi dans le marin surtout, donc les bateaux et les sous-marins dès la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Donc, ça se base sur des ondes radio qui sont émises et qui donc permettent de donc après, elles sont réfléchies par l'environnement et donc de cette façon-là, en regardant le temps que met l'onde à aller et revenir, on peut estimer la distance des obstacles. Et un principe similaire est celui du sonar ou télémètre à ultrasons. Là, vous avez le sonar, par exemple, qui sont sur les voitures et qui permettent de détecter un obstacle quand on fait marche arrière. Et, donc, c'est un système mécanique, donc un peu comme les amplificateurs musicaux. Donc, vous avez une membrane qui vibre, qui émet donc une onde mécanique sonore. Bon, on ne l'entend pas parce qu'elle est dans l'ultrason, mais c'est vraiment comme une onde sonore et qui, tout comme pour le radar, est réfléchie et donc en mesurant le temps de retour, on peut estimer la distance de l'obstacle. Dans la même optique, mais avec plus de précision, et c'est surtout ce qui est le plus utilisé parmi ces trois capteurs de distance en robotique, vous avez le laser. Donc là, c'est la même chose. Donc c'est une onde qui est émise et réfléchie et qui retourne sur l'émetteur, mais cette fois-ci, l'onde, c'est une onde lumineuse, donc c'est une onde infrarouge
Et on parle de laser ou de lidar. Là, vous en avez un, donc encore une fois, sorti, on va dire, de son châssis, mais vous avez un émetteur, un récepteur qui permettent de mesurer une distance. Donc, je l'ai mis en rouge comme les codeurs, parce que dans le cours de cette année, on va se focaliser vraiment sur ces deux technologies pour étudier un peu d'un point de vue méthodologique la localisation et la cartographie et la navigation. Donc, on va se focaliser sur les encodeurs et sur les télémètres. Néanmoins, l'année prochaine, si vous restez à Montpellier, vous aurez un module en Master 2 où on va détailler chacun de ces 10, ou je ne sais plus, 9 ou 10 capteurs. Mais cette année, on va regarder surtout le laser et l'encodeur. OK, est-ce que vous avez des questions? Donc, on va continuer avec les codeurs. On va regarder un peu de plus près donc les codeurs. Donc, il existe deux types de codeurs, le codeur relatif et le codeur absolu. Donc, on va commencer par le codeur relatif. Le codeur relatif, donc, c'est un disque qui est fixé sur un arbre et il est divisé en segments transparents et opaques. Vous avez une lumière qui est émise et qui passe à travers les graduations et qui est reçue de l'autre côté par un récepteur. Donc, vous avez un système émetteur et récepteur. Et donc, à chaque fois que la lumière traverse le disque, il y a un circuit électronique qui compte qui incrémente un compteur et ça permet de compter donc les tours et les fractions de tours. Donc ça ressemble un peu à ça. Là, vous avez donc un arbre, le petit trait noir, c'est l'arbre qu'on mesure, donc il va tourner. Sur cet arbre, on a posé l'autre codeur et il y a un émetteur et un récepteur. Donc vous avez des traits jaunes et des traits noirs. Les traits jaunes, ils réfléchissent la lumière, les traits noirs, non. Donc, à chaque fois qu'on a une réflexion ici, on va avoir un créneau montant ou descendant. Et donc, en comptant après les montées et descentes, on peut estimer la vitesse. Ici, vous avez la même chose en vrai. Okay. Là, vous avez le codeur qui est ce disque-là, qui est monté, sera monté sur l'arbre. Et là, vous avez l'électronique qui va effectuer la mesure, qui, elle ne va pas tourner. Donc, une fois que le disque est monté sur l'arbre, le disque, il tourne. Et cette partie-là, elle reste fixe et elle flash la lumière et pour compter les tours. Ok, là, vous avez encore un autre schéma. Donc, l'émetteur et les récepteurs, ce sont les petites boîtes noires. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va mieux expliquer le fonctionnement. Donc là, vous voyez l'émetteur et le récepteur avec un disque qui est gradué, qui est le disque de l'encodeur. Donc, concrètement, vous avez deux pistes qui sont décalées un tout petit peu, comme vous voyez. Donc, vous avez la piste A et la piste B. Donc, quand la lumière passe à travers les pistes, vous avez deux ondes qui se forment, l'onde A et l'onde B. Et pourquoi on en a deux? Parce qu'en regardant laquelle passe en premier, on peut connaître le sens de rotation. Sinon, on ne peut pas le savoir. Là, par exemple, pour une rotation horaire, vous avez la piste A qui va passer avant la piste B. Dans l'autre cas, c'est la piste B qui passe avant la piste A. Ici, vous avez une autre image qui montre la même chose. Donc là, vous voyez bien que les pistes de segments
sont décalés d'un quart de période. Okay? Si vous considérez la période, la distance entre les segments, le début des segments en vert ou bleu. Donc, vous avez un quart de période entre les deux pistes. En jaune, c'est le point où vous avez émetteur et récepteur. Donc, à chaque fois que vous passez par le jaune, vous allez modifier votre signal dans le circuit. Et donc, si le codeur tourne en sens horaire, vous verrez passer le bleu avant le vert. Si vous tournez dans l'autre sens, vous verrez passer le vert avant le bleu. Donc, après, le circuit, il est capable de déterminer la vitesse. Parfois, vous avez une troisième voie qui est notée Z ici, une troisième piste qui a un seul trait, ici rouge, et qui permet de compter le nombre de tours. Voilà donc la voie A et la voie B. Donc, quelques caractéristiques rapides. Donc, vous avez plus ou moins de... suivant le nombre de segments que vous avez, vous aurez plus ou moins de précision. Par exemple, on peut avoir 500 segments, donc ça veut dire qu'on a une précision à un 500e de tour. Donc, si vous divisez 2π par 500, vous aurez une précision de 1 centième de radian, ou 0,5 degrés, enfin, plus ou moins. Okay. Et puis, la deuxième caractéristique importante, c'est la vitesse maximale de rotation, parce qu'il arrive un moment dans certaines applications où si votre arbre tourne vraiment trop vite, vous ne pourrez pas mesurer les tours avec votre encodeur. Ok, ça c'était le codeur relatif. On va maintenant parler du codeur absolu. Donc le codeur absolu, c'est similaire. Vous avez un disque qui est divisé en pistes. Donc à chaque fois, on alterne les secteurs réfléchissants et absorbants, tout comme dans le premier cas. Vous avez cette fois-ci plus que 2 pistes. Vous pouvez en avoir 3, 4, etc. Et à chaque fois que vous avez une piste, vous avez besoin d'un émetteur-récepteur. Donc, tout à l'heure, on avait une seule paire émetteur-récepteur. Là, on peut en avoir plusieurs. Si vous avez n pistes, vous pouvez arriver à 2 puissance n positions. Pourquoi? Parce que chaque piste est faite comme dans l'image ci-dessous. Donc, la première piste, qui est celle du milieu, là, vous avez elle est juste divisée en deux, noir et blanc. Donc, elle permet juste d'identifier dans quel demi-tour on est. Après, vous avez une piste qui est divisée en 4. Donc là, vous avez une résolution au quart de tour. Et après, vous avez 8 segments sur la troisième piste. Donc, vous pouvez déterminer dans quel huitième de tour vous êtes. Et donc, à la troisième piste, vous êtes à 2 puissance 3, soit 8 positions. Donc, si on extrapole le calcul, vous voyez bien qu'avec n pistes, on a 2 puissance n positions possibles. D'accord? Donc, en vrai, ça va ressembler plus à ça. Là, vous êtes sur, je ne sais plus, une dizaine de pistes peut-être. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, ça donne de plus en plus de détails. Et c'était la figure que je vous avais montrée au début. Donc maintenant, tout à l'heure, sûrement, elle vous paraissait un peu mystérieuse. Maintenant, peut-être ce sera plus clair pour vous. Là, vous avez donc la façon dont ça marche. Vous avez un émetteur, un récepteur sur chaque piste. Donc, ça fait quand même une électronique bien plus compliquée. Et chaque piste va vous donner un peu plus de détails sur la position de l'arbre. En vrai, ça ressemble à ça. Et là aussi, j'ai une petite vidéo qui sera plus parlant que mes paroles. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple 3 pistes. Donc c'est plus simple que dans ma photo. Et donc, vous avez 3 pistes. Et donc, en fait, c'est un système binaire. À chaque fois, vous avez 0 ou 1, mais 3 fois. Donc, c'est d'où ça vient le 2 puissance n. Donc, vous avez... et là, vous voyez les codes binaires sur la vidéo. Donc, je pense que c'est une vidéo très, très instructive. Vous voyez qu'en regardant le code binaire, vous pouvez savoir où est la position de l'arbre.
Et si vous éteignez, vous avez vu le petit doigt qui éteint le moteur, si vous éteignez le moteur, vous pouvez remonter à la position absolue, ce qui n'est pas le cas sur le codeur incrémental. Parce que sur le codeur incrémental, vous avez uniquement une mesure relative. Donc là, vous avez une image qui représente ça. Donc là, par exemple, vous avez 4 pistes. Donc vous êtes à 2 puissance 4, 16 segments sur la quatrième piste. Donc, si je résume, vous avez une position absolue, alors que le codeur incrémental, il donnait uniquement une position relative, donc par rapport à une position initiale variable. Mais en revanche, vous êtes sur un coût et une complexité bien majeure parce que vous avez, plus vous mettez de pistes, plus ça va vous coûter cher. Et vous avez besoin, comme je vous disais, pour chaque piste, vous avez besoin d'une nouvelle paire émetteur-récepteur. Donc, ça va vite coûter cher. Et avec, par contre, l'avantage que vous pouvez, en allumant votre système, en allumant votre moteur le matin, vous verrez tout de suite où est-ce qu'il est. Alors que sur le codeur relatif, ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?